Avant le choc des épées, avant que les cris de guerre ne résonnent sur les champs de bataille souillés, un spectacle troublant se déroulait derrière les tentes de l'armée romaine. Les archives historiques et les découvertes archéologiques suggèrent que certains soldats romains participaient à des rituels dépravés, frisant l'incrédulité. Ces rituels impliquaient souvent l'exploitation sexuelle de jeunes captifs, souvent des garçons, que l'on croyait dotés d'une énergie spirituelle. Loin d'être une cruauté capricieuse, ces actes constituaient des coutumes pré-bataille censées conférer aux soldats faveur, force et protection divine. Dans la morosité de l'Empire, la religion devint un outil plutôt qu'un sanctuaire. La superstition se mêlait à la brutalité. Les soldats croyaient que soumettre les faibles, en particulier ceux considérés comme purs ou innocents, transférait le pouvoir. La logique était terriblement simple. En profanant l'inviolable, un homme pouvait assimiler sa pureté et la transformer en prouesse personnelle. Les victimes, généralement des prisonniers de guerre ou de jeunes esclaves, étaient délibérément choisies. L'affliction qu'ils endurèrent faisait partie intégrante de la cérémonie. Leurs cris confirmaient que leur sacrifice avait été accepté. Ces coutumes n'étaient pas dissimulées par la gêne. Au contraire, elles étaient observées, autorisées, voire consacrées. Certains récits de ces événements furent consignés avec un détachement clinique dans les archives militaires et les lettres personnelles. D'autres furent gravés sur des graffitis dans les camps frontaliers, enfouis sous un silence séculaire. Les lecteurs contemporains pourraient leur rejeter ces affirmations comme des accusations biaisées de la part des adversaires de Rome, mais l'archéologie a découvert trop de preuves, c'est pour les ignorer. Des offrandes calcinées se mêlaient à des restes humains. Des tentes souillées par des fluides inexpliqués par les combats, des squelettes d'adolescents ligotés devant des postes de commandement furent découverts. Ces événements n'étaient pas des atrocités sporadiques. Ils s'inscrivaient dans une théologie sauvage de la domination perpétrée par ceux-là même dont nous nous souvenons généralement comme les gardiens de la civilisation. C'est l'aspect de Rome qui est omis dans les manuels scolaires. Un empire construit non seulement par la conquête, mais par une brutalité ritualisée masquée derrière une armure polie. La conquête romaine ne se limitait pas à l'acquisition de terres. C'était aussi une question d'éradication. Lorsque l'armée romaine envahissait des terres étrangères, elle ne se contentait pas de démanteler les gouvernements et de réprimer les rébellions. Elle modifiait les lignées. Les soldats étaient non seulement entraînés au combat, mais aussi à soumettre leurs ennemis sous tous leurs aspects, y compris leur corps. La violence sexuelle devint une stratégie délibérée de romanisation, une méthode employée pour fracturer l'identité, humilier les dirigeants et instiller le pouvoir romain dans le patrimoine génétique des vaincus. Les prisonniers étaient donc fréquemment violés au vu et au su de leur communauté. Ce n'était pas par plaisir, c'était un acte d'humiliation calculé. Être violé signifiait perdre sa virilité, son honneur et le droit de diriger. Pour les sociétés où la masculinité dictait la hiérarchie, ces actes servaient à briser la résistance sans lever l'épée. Un chef brisé ne pouvait plus retourner auprès de son peuple autrement que comme une coquille vide. Le message était sans équivoque. Rome ne se contente pas de conquérir, on n'est même plus maître de son corps. Les femmes connurent un autre destin. Elles n'étaient pas seulement violées, mais contraintes de porter la progéniture du conquérant. Les soldats romains les engrossèrent dans l'intention de perturber la lignée et de rendre chaque génération future partiellement romaine, que ce soit par le sang ou par choix. Cet acte détruisit le concept même de pureté culturelle. Un enfant né de la violence était toujours considéré comme une conquête romaine. C'était une manifestation brutale de stratégie, transformant des ennemis en sujets par la reproduction forcée. L'armée était parfaitement consciente de ces actes et certains les soutenaient même. Ces actions étaient décrites sans vergogne dans les manuels et les rapports de terrain comme des outils essentiels de pacification. Il ne s'agissait pas d'atrocités isolées, il s'agissait d'une politique et d'une pratique militaire. Rome ne se contenta pas de conquérir des nations. Elle les enterra sous un héritage d'assimilation forcée. Et au cœur de cet héritage se trouvait le corps, utilisé, brisé et réaffecté au service de l'Empire. Troisièmement, la honte de l'homme passif. Dans l'armée romaine, la masculinité n'était pas seulement une question de bravoure, c'était une question de pouvoir. Dans la société romaine, on attendait des hommes qu'ils excellent dans tous les domaines, y compris la guerre, la politique et surtout dans les relations sexuelles où ils étaient le partenaire actif. Un soldat romain pouvait avoir des esclaves mâles comme partenaires tout en préservant son honneur, mais si les rôles s'inversaient, les conséquences étaient trop graves. Être passif sexuellement était source d'infamie, une étiquette bien plus accablante que n'importe quelle défaite sur le champ de bataille. Cela signifiait la disgrâce légale, l'exil social et la fin de la carrière. Les soldats soupçonnés ou reconnus coupables de soumission sexuelle perdèrent leur droit de témoigner devant les tribunaux, leurs privilèges d'héritage et leur poste de commandement.
Aux yeux du droit romain, ils étaient considérés comme indignes de confiance, faibles, indignes d'un homme et anti-romains. Ce n'était pas une affaire privée, c'était appliqué publiquement, et souvent avec violence. Des accusations non fondées pouvaient déclencher des enquêtes, et les plaisanteries entre compagnons pouvaient mener à des procès. L'armée prenait ces rumeurs au sérieux, car la passivité était perçue comme un manquement à la discipline. Si un homme ne pouvait se contrôler au lit, comment pouvait-il contrôler une armée? Les peines variaient, certains étaient de renvoyer sans honneur, d'autres risquaient la flagellation ou l'humiliation publique au sein de leurs unités. Quelques privilégiés étaient exécutés non pas pour l'acte lui-même, mais pour avoir terni l'honneur de l'uniforme. Il ne s'agissait pas de moralité, mais de hiérarchie. Toute forme de soumission contredisait les vertus romaines. Les graffitis dans les camps militaires ridiculisaient les hommes soupçonnés de faiblesse, et les pièces satiriques les présentaient comme des imbéciles. Même la littérature des élites romaines propageait la même idée. Un homme véritable donne, ne reçoit jamais. Ce code strict transformait le sexe en un champ de bataille où chaque acte assurait la domination, et où tout échec signifiait l'effondrement total. À Rome, perdre au lit équivalait à perdre partout. Dans les rangs militaires romains, le pouvoir ne s'exerçait pas seulement par les armes, il s'exprimait par les corps. Parmi les signes de pouvoir les plus troublants figuraient de jeunes et séduisants esclaves, acquis pour leur apparence, dressés à l'obéissance et gardés comme gages sexuels. Ces garçons n'étaient pas des compagnons, ils étaient des possessions. À Rome, ces objets symbolisèrent le pouvoir, le contrôle étant primordial. Les captifs appelés delicati, admirés pour leur douceur et leur qualité physique, perdaient leur identité dès leur capture. Leur nom d'origine était abandonné au profit de surnoms et leurs vêtements troqués contre de la soie ou des bijoux. Leurs voix étaient réduites au silence et rarement entendues. On leur enseignait à flatter, amuser et obéir sans poser de questions. Cette pratique n'était pas secrète. Les delicati étaient fréquemment exposés en public, tels des biens précieux. Les officiers se vantèrent de leur beauté, tandis que les commandants les utilisaient comme récompense. Lors des festins de victoire, certains étaient contraints de danser, cette humiliation servant de divertissement aux guerriers aguerris qu'ils servaient. En réalité, la tradition romaine était un moyen d'exploitation formalisé. Ces garçons étaient achetés, échangés et troqués entre hommes de haut rang. Leur valeur dépendait uniquement de leur service. S'ils se rebellaient, ils étaient ainsi punis. S'ils vieillissaient, ils étaient remplacés. Ils atteignaient à peine l'âge adulte, mentionnés dans la littérature romaine avec désinvolture, plutôt qu'avec remords, mais avec fierté. Posséder un delicatus témoignait de sa force et son utilisation démontrait sa domination. Leur endurance silencieuse et leur fidélité à l'action étaient en leur seule valeur. Cet état des silhouettes spectrales vêtues de soie, des garçons anonymes dont la douleur était insignifiante. La valeur de leur vie dépendait de leur obéissance et de leur talent d'acteur. Pour le soldat romain, le delicatus n'était pas humain. Il reflétait l'élégance brutale de la conquête. Lorsqu'il vacillait, il était rejeté sans égard, sans documentation, sans compassion. À la périphérie de l'Empire, où le droit romain se fondait dans une domination brutale, la cruauté se muait en divertissement. Les captifs, en particulier les rebelles, n'étaient pas seulement exécutés, mais humiliés. Le viol public servait de spectacle, une punition destinée non seulement à abîmer leur apparence physique, mais aussi à anéantir leur honneur en présence de ceux qu'ils dirigeaient autrefois. Les avant-postes romains transformaient l'humiliation en cérémonie après la répression des rébellions. Les ennemis capturés, souvent des chefs de tribus ou des guerriers résistants, étaient promenés enchaînés sur les places des camps, exposés aux vues et au su de tous. Leur mort n'était pas immédiate, mais plutôt une dégradation. Les centurions rassemblés dans des troupes et des paris étaient placés, tandis que ces viols se déroulaient sous les acclamations plutôt que sous le choc. Ce n'était pas un acte caché. Il était autorisé. Les commandants le permettaient, voire le commandaient, pour instiller la peur. En faisant de l'ennemi le plus fier un exemple, il brisait son courage sous les yeux des observateurs. Le message était clair, défiez Rome, et nous ne vous tuerons pas seulement, mais nous vous dégraderons. Les soldats subalternes observaient attentivement cette violence, non seulement comme une punition pour l'ennemi, mais aussi comme un avertissement. La discipline dans les rangs n'était pas maintenue par l'honneur, mais par la terreur. La victime d'un jour pouvait être le traître de demain. La cruauté s'intensifiait souvent. Certaines victimes ont été laissées en vie et renvoyées auprès de leur peuple défiguré et le moral brisé. D'autres étaient représentées à l'image de Rome sur des surfaces de pierre, défigurées ou moquées dans des champs de guerre. La victoire ne suffisait pas à Rome, l'humiliation était nécessaire. Les épreuves étaient absentes, tout comme toute hésitation. Une fois désarmés, les ennemis perdaient également leur essence humaine. Le viol servait de châtiment cruel et de divertissement.
indissociable de la culture de la Légion comme l'éclat d'une épée polie. Pour Rome, la peur était l'armure la plus solide, et rien ne répandait la peur plus rapidement que de transformer un rebelle en souvenir public, déshonoré, brisé et abandonné à la décomposition. Dans l'armée romaine, la désobéissance n'était pas seulement pénalisée, elle était effacée. La désertion, le vol ou la trahison étaient punis par le fustuarium, une exécution brutale où le condamné était battu à mort par ses camarades à coups de gourdin et de pierre. Derrière ce châtiment se cachait un rituel secret, rarement consigné mais largement murmuré. Avant le début de l'assaut mortel, le condamné était souvent violé. Ces actes n'étaient pas des actes de vengeance impulsifs, c'étaient des dégradations délibérées visant à ternir l'honneur de l'homme avant de lui ôter la vie. Ses camarades soldats, autrefois ses compagnons d'armes, recevaient l'ordre ou la permission de le violer. Non pas pour leur satisfaction personnelle, mais pour l'humilier. Pour que sa mort ne soit pas seulement une punition, mais un avertissement. L'armée romaine accordait une grande importance à la réputation. Un soldat pouvait être craint, détesté, voire cruel, mais il ne pouvait être passif, faible ou soumis en matière sexuelle. Être violé avant son exécution était la honte suprême. Cela garantissait que même dans la mort, il porterait la honte. Son héritage était brisé. Son nom était terni. Les archives officielles restent muettes sur cette pratique. Cependant, les historiens romains préféraient dépeindre leur légion sous un jour favorable. Pourtant, dans les marges des textes survivants et dans les vers sarcastiques des poèmes satiriques, la vérité transparaît. Les graffitis et les casernes en font allusion. Les parchemins des camps contiennent des rumeurs à ce sujet. Le fastuarium n'était pas seulement une torture physique, c'était une annihilation ritualisée. Les cris de la victime avaient un double objectif, assouvir sa vengeance et asseoir sa domination. Déshonoré, il n'était plus un homme, plus un soldat, plus un Romain. Le passage à tabac qui s'ensuivait n'était pas seulement la mort. C'était une déclaration finale. Il n'y avait ni rituel de deuil, ni enterrement, seulement le silence. Rome ne se contentait pas d'éliminer ses traîtres, elle les profanait, s'assurant que leur corps était à dévaster et leur existence effacée de l'histoire. 2. Les légions fondèrent des bordels. Partout où les légions romaines passaient, les bordels étaient présents. Ils étaient aussi essentiels aux opérations militaires que les rations ou les armes. Certains étaient officiels, administrés sous la supervision de l'État. D'autres étaient improvisés, tenus par des marchands ou des officiers. Cependant, la plupart fonctionnèrent de la même manière, les femmes étant la marchandise et le consentement une notion négligée. Nombre de ces bordels abritèrent des captives, des femmes capturées lors de raids et épargnées non par pitié, mais parce que leur corps pouvait être réutilisé. Au lieu d'être exécutées, elles étaient vendues comme esclaves sexuelles forcées. Dépourvues d'identité personnelle, elles étaient réduites à des instruments de réconfort, de punition et de récompense au sein du système. La méthodologie s'avéra rationalisée, accordant aux soldats des tarifs préférentiels. L'armée la considérait comme un moyen de soutenir le moral. Certains dirigeants utilisèrent même l'accès aux maisons closes comme un outil de motivation, offrant des privilèges pour un comportement exemplaire. En substance, ils servaient de monnaie d'échange. La coercition était déguisée en grades. L'or remplaçait le consentement. À l'intérieur de ces murs fortifiés, la violence devint la norme. Les femmes étaient marquées, cataloguées et soumises à une rotation impitoyable. Certaines étaient utilisées jusqu'à ce que leur santé se détériore, puis mises à l'écart ou vendues. Les blessures étaient négligées. Les grossesses étaient interrompues sans remords. Le silence était de rigueur. Leur sort échappait au champ de la loi, les statuts romains les considérant comme de simples biens. La peine pour avoir tué quelqu'un était comparable à celle pour avoir endommagé du bétail. Les récits des territoires conquis soulignaient la prévalence de ces pratiques. Des villes prospéraient autour des maisons closes militaires, prospères grâce aux gains des soldats et à la misère des femmes. Rome projetait publiquement une image de civilisation et d'ordre. Mais dans ces campements, l'exploitation était systématiquement orchestrée et légitimée. Les bordels n'étaient pas des secrets cachés, mais une politique officielle. L'Empire ne progressait pas seulement avec des drapeaux et des armes, il progressait avec des prisons. Dans ces prisons se trouvaient enfouies des femmes, oubliées de l'histoire, pourtant essentielles à l'appareil de conquête romain. Les mariages blancs avec des esclaves vierges étaient monnaie courante lorsque les soldats romains cherchaient à célébrer la victoire. Ils ne se contentaient pas de hisser des drapeaux ou de boire du vin. Ils organisèrent des mariages fictifs, non pas pour des amants, mais pour des jeunes filles captives. Ces unions n'étaient là pas une question d'amour, mais de spectacle de pouvoir, le vernis du cérémonial dissimulant des actes de viol ritualisés. La jeune fille choisie était toujours jeune et inexpérimentée. Sa virginité la rendait précieuse, non pas en tant qu'individu, mais en tant que symbole.
Elle était baignée, vêtue de blanc nuptial et ornée des couronnes d'une mariée romaine. Les soldats l'observaient défiler dans le camp, non avec révérence, mais avec empressement. L'événement reflétait la coutume. Des vœux furent prononcés, des rires retentirent. Pourtant, il ne s'agissait pas d'une manifestation d'amour, mais d'une démonstration de pouvoir. Une fois le simulacre terminé, la mariée fut enlevée, ni discrètement, ni gentiment, mais publiquement, au milieu de ses camarades soldats qui acclamaient, raillaient ou participaient occasionnellement. Des lettres du champ de bataille documentaient ces rites avec sérénité. Des graffitis ridiculisaient l'agonie de la jeune fille. Des inscriptions murales se vantaient de qui avait défloré qui, telles des marques sur un mur. La honte était absente, seule la fierté prévalait. Ces mariages blancs évoluèrent vers une coutume perverse. Les viols voilés de cérémonie, la douleur camouflée par le protocole. L'objectif n'était pas l'intimité, c'était l'humiliation. Le corps de la jeune fille servait d'instrument pour signifier le passage de la conquête à l'autorité absolue. Son supplice validait la suprématie de Rome, et lorsqu'il prit fin, elle fut abandonnée, ensanglantée, brisée et réduite au silence. Pour Rome, ces actes n'étaient pas considérés comme des crimes, mais comme des exploits. Coutume destinée au divertissement, à la récompense et au renforcement de la hiérarchie. Une esclave vierge, voilée comme une épouse, n'était pas une épouse, mais un gage de victoire offert au prédateur le plus haut placé, acclamé par tous. Ce spectacle était crucial pour la gloire de Rome. Pour le captif, il n'y avait pas de rideau derrière lequel se cacher. Dans l'impitoyable stratégie romaine, les corps n'étaient que de simples instruments. Cela se manifestait particulièrement dans la création des eunuques espions, de jeunes garçons castrés, non pas à titre de punition, mais à des fins stratégiques. Ce n'étaient pas des criminels, ils étaient sélectionnés, préparés et mutilés pour servir l'Empire dans les bastions de ses adversaires. Le processus était brutal, douloureux et souvent mortel. Ceux qui survivaient suivaient un entraînement comprenant le maniement des armes, l'apprentissage des langues, de l'étiquette et de l'art de la séduction. Leur fonction n'était pas le combat physique, mais l'influence silencieuse, le charme et la proximité. Dans diverses cours royales, temples et résidences aristocratiques d'Orient, ils étaient chargés de se fondre dans la masse, de servir et d'écouter aux portes. Dans de nombreuses sociétés orientales, les eunuques étaient souvent dignes de confiance en raison de leur physique modifié qui les rendait apparemment sûrs, notamment auprès des femmes. Ce trait était exploité par les services secrets romains. Ces garçons pénétrèrent dans les palais, chauffaient les lits, servaient à boire et chuchotaient à l'oreille des rois. Ils possédaient une mémoire exceptionnelle pour des conversations que d'autres oubliaient souvent. Au moment opportun, ils transmettaient ces secrets à leurs supérieurs, discrètement et anonymement, sans reconnaissance ni éloge. Ils fonctionnaient comme espions, esclaves et bien disponibles. Certains survécurent des années, tandis que d'autres connurent une fin prématurée, due à la maladie, à la dénonciation ou à la trahison. Aucun n'était célébré, aucun n'était protégé. Lorsqu'ils perdaient leur utilité, ils disparaissaient, étaient vendus, remplacés ou réduits au silence. Aucun document ne les mentionne, aucune sculpture ne les représente. Connus uniquement par des fragments de documents militaires, des références codées dans des communiqués impériaux et des avertissements énigmatiques de dirigeants ennemis qui les craignaient sans pouvoir prouver leur existence, ces individus étaient des sujets de l'Empire romain sans susciter le moindre sentiment. L'Empire romain prospérait grâce à la stratégie plutôt qu'à l'émotion. Leur disparition resta impunie. Leurs formes physiques furent transformées, leurs identités anéanties et leurs vies sacrifiées à un régime impitoyable qui considérait la perte de sang comme un dommage collatéral insignifiant, tant qu'ils détenaient le pouvoir de commandement. Le silence de ces individus résonne encore. 10. Conditionnel, brutal et hypocrite. Le rôle de l'homosexualité dans l'armée romaine. Dans l'armée romaine, les relations sexuelles entre hommes n'étaient pas interdites, elles étaient plutôt contrôlées. Elles obéissaient à des règles, des limites et des sanctions. Un soldat pouvait dominer un esclave mâle tout en préservant son honneur. Cependant, s'il cédait à la soumission ou adoptait un rôle passif, sa carrière, sa réputation et sa personnalité étaient anéanties. Il ne s'agissait pas de moralité, mais de pouvoir. L'armée romaine percevait les rôles sexuels comme des projections de l'autorité hiérarchique. Pénétrer, c'était commander. Se soumettre signifiait abandonner le contrôle et les soldats qui enfreignaient cette règle n'étaient pas critiqués pour leurs aspirations, mais pour leur sujétion physique et symbolique. Le paradoxe était profond, les esclaves mâles étaient couramment utilisés. Les jeunes prisonniers circulaient entre les camps et les officiers supérieurs entretenaient sans gêne de jeunes serviteurs. Cependant, qualifier un homme de doux ou insinuer qu'il était le partenaire soumis exposait à des poursuites judiciaires ou à des sanctions mortelles.
Une simple allégation pouvait ruiner une carrière, les empereurs eux-mêmes jouaient ces deux rôles. Hadrien adorait ouvertement Antonis, et des statues du jeune garçon ornaient les villes de tout l'Empire. Néron épousa publiquement un eunuque. De telles exhibitions étaient tolérées, voire célébrées, car le pouvoir leur conférait l'immunité. Pourtant, pour les soldats ordinaires, une telle conduite était synonyme de honte. L'hypocrisie n'était pas une exception, c'était la norme. Les graffitis et les casernes ridiculisaient les hommes efféminés. Les piques verbales sur les rôles sexuels déclenchaient des duels et des morts. Dans les légions romaines, les frontières n'étaient pas établies par les interactions entre personnes de même sexe, mais par la vulnérabilité perçue. Un soldat détenait le pouvoir, mais il ne pouvait lui-même être exploité. Cachés sous leur tente, les vérités fleurissaient sans retenue. Mais au grand jour, la tromperie était essentielle. L'armée évoluait sous le signe de la discipline, mais l'hypocrisie, les abus et les manipulations sexuelles en sapèrent les fondements. Rome n'interdisait pas l'homosexualité. Elle l'utilisait plutôt comme une arme. Pour chaque homme exposé, des dizaines étaient dissimulés, liés par un code privilégiant le secret à la vérité. Lorsque les armées romaines s'étendirent vers l'Est, elles ne se contentèrent pas de revendiquer des territoires, mais adoptèrent des coutumes. L'une des plus contestables était l'acceptation de la prostitution sacrée. Les soldats, souvent éloignés de chez eux et libérés de toute inhibition, se livraient à des rituels religieux dans les temples, justifiant ces actes par la dévotion à leur foi. Ce qui était auparavant considéré comme immoral se transforma en purification spirituelle sous les murs des temples. Les temples consacrés à des déesses telles que Vénus, Isis et Astarté étaient au cœur de cette coutume. Les prostituées, souvent réduites en esclavage ou élevées pour cette profession depuis l'enfance, étaient considérées comme des intermédiaires divins. Les soldats faisaient la queue pour payer ce que les prêtres appelaient des bénédictions, sincèrement convaincus ou feignant de croire que cet acte purifiait leur âme ou leur apportait des faveurs au combat. On faisait appel à des prostituées, hommes et femmes. L'importance du genre était éclipsée par l'accessibilité. Le soldat présentait une pièce et recevait en retour un corps, parfois accompagné de prières, d'encens ou de chants, mais toujours sous couvert de sainteté. Le temple réclamait sa part. L'armée fermait les yeux. La distinction entre culte et exploitation était entièrement effacée. L'implication était encouragée, voire considérée comme coutumière. Certains commandants y voyaient un moyen efficace de maintenir l'ordre dans les temples plutôt que dans les rues, selon leurs convictions. En réalité, cela favorisait un système où autorité religieuse et accès sexuel s'entremêlaient, un lieu sacré transformé en lieu de plaisir. Dans les temples romains, la spiritualité masquait l'exploitation. Les prêtres obéissaient, les soldats obéissaient, et les victimes n'avaient pas voix au chapitre. Leurs corps étaient utilisés comme symboles impériaux, enveloppés de mythes offerts en sacrifice. Rome se vantait de son système juridique et de son ordre, mais dans ses sanctuaires, elle tolérait l'inverse. La religion était un prétexte à l'acquisition. La dévotion se muait en drame, et sous des piliers de marbre, les soldats ne priaient pas mais triomphaient, dissimulant la luxure sous des rituels, brouillant la frontière entre péché et sacrement. Le rituel du sang et de la semence reflétait la superstition du soldat romain. Au-delà de la tactique et des compétences martiales, beaucoup croyaient que le pouvoir provenait de sources primordiales, le sang et la semence. Ces fluides étaient censés incarner la force vitale, la puissance et la bénédiction divine. Dans des recoins secrets de l'Empire, certains soldats pratiquaient des rituels clandestins pour manipuler ce pouvoir. Avant le combat, les unités se rassemblaient dans des sanctuaires taillés dans la pierre ou dissimulés sous des casernes. Dans certains endroits, des rituels non répertoriés consistaient à mélanger du sang auto-infligé ou du sang animal avec le sperme d'esclaves, de camarades, voire de gladiateurs vaincus. Ce mélange était ensuite appliqué sur les armures, les armes ou, dans les cas extrêmes, consommé. Si ces pratiques n'étaient pas courantes, elles existaient bel et bien. La sueur et les fluides corporels des gladiateurs étaient vendus sur les marchés, la croyance voulant qu'ils puissent guérir des maladies ou stimuler la virilité. Dans certains cas, les combattants étaient contraints de se masturber avant le combat afin de recueillir leur essence pour la consommation. Les soldats pensaient qu'ingérer la semence d'autrui leur conférait son pouvoir. De même, le sang était considéré comme puissant. Combinés, ces éléments formaient un élixir sacré d'autorité, comme le suggèrent des parchemins découverts dans des temples militaires qui évoquaient des bénédictions par la chaleur et le sel, l'onction par des essences d'inférieurs et la consolidation de la force d'autrui. 13. Journaux secrets des rangs des partisans du camp romain. Appelées lupa, les louves des légions romaines, elles n'étaient ni des guerrières ni des citoyennes, mais des corps à la périphérie de l'Empire.
Leurs récits sont restés obscurcis pendant des siècles sous le poids de la gloire et des conquêtes. Cependant, des vestiges de leur réalité ont perduré. Des journaux écrits à la hâte, dissimulés dans des tessons de poterie ou sous des planches, destinés à échapper à toute découverte. Le langage qu'ils utilisaient était codé, mais leur objectif était évident: voler des vies par le biais de rituels et entrer au combat imprégné de plus que de simples armes et supplications. Les commandants l'ignoraient. Les résultats comptaient plus que la pureté. Si un rituel stimulait le combat d'un homme, la superstition était tolérée. Aux yeux des observateurs extérieurs, cela apparaissait comme une folie. Pourtant, au sein de la Légion, elle incarnait la foi, un cocktail pervers de peur, de désir et d'urgence. En conclusion, les soldats romains ne combattaient pas seulement pour les dieux. Certains croyants se transformaient en eux, poussés par un sacrement de chair, taché de sang et gravé de semences. Ces écrits n'étaient pas de la poésie. Ils incarnaient en la douleur. Ces journaux révèlent une structure complexe d'abus. Certaines lupae se voyaient assigner des objectifs quotidiens, 10 hommes, 15, parfois plus. Ne pas atteindre l'objectif était puni. La dissidence menait à un remplacement. Leurs corps servèrent de réserve, leur valeur étant définie par le nombre d'hommes capables de les exploiter avant l'épuisement. Des filles, dès l'âge de 9 ans, étaient inscrites. L'entraînement impliquait des coups, l'exposition au viol et la contrainte d'observer les autres jusqu'à ce que la peur les force à obéir. Une entrée relate l'histoire d'une jeune fille enfermée dans une tente avec un centurion et sommée d'endurer 14 ans. Rome se vantait de sa loi, dissimulant la brutalité dans des statuts juridiques, qualifiant la conquête d'ordre et se proclamant propagatrice de la civilisation. Cependant, derrière les statues de marbre et les parchemins de justice se cachait une révélation effrayante. Le droit romain accordait une profonde importance à l'identité de chacun. Si vous étiez citoyen, vous aviez des droits. Si vous étiez esclave, vous étiez une propriété, et la propriété pouvait être utilisée à la discrétion de son propriétaire. Sous le règne de l'empereur Auguste et de ses successeurs, des lois morales furent établies pour préserver les valeurs romaines. L'adultère était criminalisé, l'outrage public à la pudeur était puni d'exil, et le viol d'une femme libre était sévèrement puni. Cependant, cette législation établissait une distinction nette et impitoyable. Esclaves et captifs n'étaient pas considérés comme des personnes seules morales et leur violation n'était pas considérée comme un viol, mais comme un usage. Pour les soldats, la règle était claire: abuser d'un citoyen sans son consentement, en subir les conséquences, abuser d'un esclave, agir librement. La loi ne se contentait pas de tolérer cela, elle l'encourageait implicitement par omission. Les manuels militaires recommandaient aux officiers de maintenir la discipline, sauf lorsque des non-citoyens étaient impliqués. Les corps étaient considérés comme faisant partie du butin, aucune enquête n'était requise. Les archives judiciaires font état de procès où des soldats étaient sanctionnés pour avoir agressé des femmes romaines, mais pas pour avoir violé des communautés entières de femmes conquises. Les filles captives étaient achetées, échangées et partagées comme le vin et les chevaux. Même les enfants n'étaient pas épargnés, l'âge des victimes importait peu. Leur statut comptait. La contradiction était flagrante. C'était une politique. Rome prônait la vertu tout en protégeant le vice. La décence était honorée tandis que l'exploitation était encouragée. Le système qui interdisait l'adultère chez les nobles ignorait la violence sexuelle répandue dans les provinces. Pour les soldats romains, la leçon était simple. Le pouvoir garantissait l'accès, le rang l'immunité. Derrière chaque loi gravée dans la pierre se profilait un avertissement. Le pouvoir se protège lui-même et non les faibles. La justice romaine avait des frontières et les esclaves n'étaient jamais du bon côté. 15e siècle, un héritage de honte et de silence. Rome glorifiait ses soldats comme des modèles de discipline, de force et de civilisation. Des statues étaient érigées en leur honneur, des poèmes chantèrent leurs louanges, des empires bâtis sur leur dos. Cependant, sous les médailles et le marbre se cachait quelque chose de sinistre, un monde où la violence sexuelle calculée prospérait, imitant le champ de bataille lui-même. Ce que les légions maniaient avec l'épée, elles l'exerçaient aussi sur la chair. Le viol n'était pas un hasard, il était ritualisé. La domination romaine n'était pas une anomalie, mais une philosophie profondément ancrée. Des plus fragiles aux plus dépravés, des mariages blancs aux espions mutilés sous forme d'eunuques, Rome instrumentalisait les corps pour la guerre et le pouvoir. Ces actions n'étaient pas des aberrations fortuites. Elles étaient institutionnalisées, enseignées et propagées comme des stratégies militaires. Les soldats étaient endoctrinés très tôt. Le contrôle était primordial, la soumission synonyme de faiblesse. Captifs, esclaves et enfants étaient considérés comme une proie facile, où le consentement importait peu et où seul le statut comptait. Les récits historiques modernes tendent à se concentrer sur les aqueducs, le droit, les routes et la philosophie.
Cependant, la dynamique sexuelle qui a motivé l'expansion romaine a joué un rôle profond et durable dans la formation de la notion même de conquête, comme idéal masculin. La croyance selon laquelle le pouvoir se valide par la propriété, la force se mesurant à qui peut être saisie, utilisée et abandonnée sans répercussion. Cette omission dans cette histoire n'est pas une coïncidence. Elle est délibérée. Ces vérités menacent l'image romantique de la grandeur romaine. Le prix de l'Empire se paie en effusion de sang et en transgression, rappelant brutalement que les civilisations édifiées sur les opprimés ne sont que des actes de brutalité dissimulée. Tout comme Rome s'est effondrée, ses armées ont disparu, mais son influence persiste dans le droit, le langage et les recoins secrets du pouvoir que nous continuons d'ignorer sans y prêter attention. Sous les décombres, ce ne sont pas seulement des pierres qui se cachent, mais les récits de ceux qui n'étaient pas destinés à perdurer, pour être ensuite utilisés, rejetés et effacés de la mémoire.